Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des Coops de l'information, produit en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin, je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? De toutes les questions qui touchent l'organisation des villes et l'occupation du territoire au Québec, l'accès au logement est assurément une des plus sensibles. Vous savez, il y a bien des sujets qui peuvent parfois nous sembler un peu abstraits, qui nous échappent d'un point de vue citoyen, mais le logement, c'est quelque chose de très tangible. Tout le monde a besoin d'avoir un toit, un lieu pour se poser, une place pour habiter. Alors le logement, ça nous ramène tous autant que nous sommes à une expérience très personnelle qui touche notre intimité et notre intégrité. Et longtemps au Québec, en nous comparant à d'autres provinces et à d'autres pays, nous pouvions nous vanter d'avoir beaucoup d'espace avec des grands appartements abordables et accessibles. Or, on voit bien depuis quelques années que le vent a tourné. La pénurie de logements touche désormais un grand nombre de municipalités au Québec, les plus petites comme les plus grandes. À Rimouski, par exemple, le maire Guy Caron, qui est aussi administrateur de l'Union des municipalités du Québec, bien, il se rend compte que sa ville, très prisée par ceux et celles qui souhaitent s'établir en région, est désormais aux prises avec un taux d'inoccupation presque nul. Alors on va partir de là, si vous le voulez bien, pour poser une question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, en deux mots, enfin en un seul mot, la COVID. Je dirais qu'à Rimouski, la réalité, c'est qu'en 2018, on était à 4 d'occupation. Et on se rappelle que le seuil d'équilibre, là où un pouvoir très similaire entre propriétaires et locataires, c'est environ 3 On avait 4 d'occupation. En 2019, on avait 2,7 L'année suivante, avec la COVID, on tombait à 0,9 et ensuite 0,2 Donc, carrément, c'est l'attrait des grands espaces en temps de confinement que les gens des grands centres recherchaient parce que c'était pas évident d'être confiné à Montréal ou à Laval ou à Québec, contrairement aux grands espaces qu'on avait à Rimouski et dans d'autres milieux ruraux. Alors, ça a été vraiment, je dirais, il y a eu d'autres éléments, mais c'était l'élément central qui a causé la pénurie de logements dans les régions et à Rimouski. Donc vous avez vraiment vu cet effet-là. C'est pas une légende, là, les gens qui ont quitté les villes, qui ont dit on va aller habiter dans des régions où il y a plus d'espace, on va pouvoir prendre là. Vous l'avez vu, vous le voyez concrètement? C'est clair, oui, c'est clair. Et il est très difficile pour nous de savoir quelles maisons ont été achetées pour faire des résidences secondaires, dans quelles maisons les gens ont décidé de quitter les grands centres pour aller emménager maintenant que le télétravail était plus facile. Je suis persuadé que la réalité est un mélange des deux. Mais c'est effectivement depuis la COVID qu'on est en pénurie de logement et évidemment, la COVID a coïncidé avec une hausse des coûts des matériaux de construction, coïncidé avec une hausse de l'inflation, coïncidé avec une hausse des taux d'intérêt. Donc, on est dans une situation présentement où on est dans une tempête parfaite. Il y a ici une notion très importante à saisir, le taux d'inoccupation. C'est assez simple à comprendre, je vous explique. Cet indicateur mesure la proportion de logements disponibles dans une municipalité. Plus les logements sont rares, plus il est difficile de se loger et plus les prix augmentent. Alors, on estime qu'à 3 % des logements disponibles, on a un bon équilibre. Si le taux passe sous la barre des 3 %, eh bien, l'équilibre est rompu. La rareté crée une pression à la hausse sur les tarifs de location. C'est ce que nous explique le maire de Rimouski, c'est que dans sa ville, ils sont à 0,2 % de logements disponibles. C'est dire que sur 1000 appartements, il n'y en a que 2 qui sont potentiellement alloués, et c'est vraiment pas beaucoup. Je vous invite à me suivre à l'autre bout du pays. On va se rendre à Val-d'Or, une ville que j'aime beaucoup, où un de mes bons contacts, Paul-Antoine Martel, c'est un gars qui travaille comme conseiller en relation avec les milieux pour la ville de Val-d'Or. C'est son emploi depuis près de 20 ans. Et lui aussi, il est aux prises avec une pénurie de logements, mais dans son cas, ce qu'il nous explique, c'est que c'est pas simplement la COVID qui a causé des soucis, c'est un problème qui dure depuis la crise économique de 2008. Les crises économiques, ce que ça a comme impact, c'est que souvent, il y a des valeurs refuges qui vont ressortir de ça, et l'or en est une, ce qui fait que nous, ici, le prix de l'or a augmenté d'une manière hallucinante autour de 2008-2009. Ça a donc généré une espèce de boom économique assez fascinant. Et quand on regarde les stats, on est en crise du logement ici depuis 2005-2006 à peu près. C'est-à-dire qu'on est sous le seuil des 3 %. Puis ça a été ça
depuis ce temps-là. Donc, ça fait 18 ans à peu près qu'on est sous le seuil du 3%. Ce que ça a comme impact, c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se trouver un logement. Donc, on s'est rendu compte assez rapidement, là, autour de 2008, déjà, les choses commençaient à déraper un peu. Puis la ville de Val-d'Or a mis en place pendant quelques années un service qui s'appelait Urgence Logement. Donc, l'idée, c'était de voir si on n'était pas en mesure de solliciter les propriétaires pour qu'ils nous fassent signe s'il y avait des logements disponibles. Et on prenait les demandes des chercheurs de logement, puis on essayait de faire un arrimage entre les deux. C'était énormément d'efforts pour très peu de résultats. Puis moi, ça a été ça, mon grand contact avec les gens qui se retrouvent dans une situation, dans une espèce de flou, dans une espèce de purgatoire entre deux logements qui ont de la difficulté à trouver, qui ont de la difficulté à payer. Puis là, on vit une situation en ce moment, une autre pression, si on veut. Il y a quand même du logement qui s'est construit, mais il reste qu'il y a un vieillissement de la population, il y a encore l'essor économique, donc on a encore besoin de plus de monde. Pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas épargné par ça ici. Donc, on veut aller chercher des gens issus de l'immigration. Et là, on travaille très fort pour aller en recruter, mais ces gens-là, faut qu'ils habitent quelque part. On a un peu l'impression d'être pris dans un cercle vicieux, vous trouvez pas? On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, à peu près dans tous les secteurs d'activité dans toutes les régions du Québec, mais c'est un problème difficile, sinon impossible à régler, si on n'a pas d'endroit pour loger les gens. Pour briser ce cercle et commencer quelque part, pour Guy Caron, c'est d'abord au problème du logement qu'il faut s'attaquer. Je ne parle jamais de pénurie de main-d'œuvre, c'est parce que c'est pas un problème tant que j'ai pas de logement. Même si on avait un besoin de main-d'œuvre, on ne pourrait pas les loger de toute façon. Alors moi, je dois axer mon action sur la pénurie de logement. Et par la suite, s'il nous manque de main-d'œuvre, ben là, on va être en mesure d'aller la chercher. On a besoin de s'attaquer directement, non pas à la pénurie de main-d'œuvre, mais vraiment à la pénurie de logement. Et après ça, la pénurie de main-d'œuvre va être probablement la petite bière par rapport à ce qu'on fait face aujourd'hui. De toute façon, ce n'est pas simplement pour loger des personnes afin de combler des emplois qu'on manque de logement. C'est pour toutes sortes de monde, que ce soit des étudiants, des familles, des personnes avec des budgets plus modestes, tous les types de locations sont concernés. Effectivement, ce qui fait qu'on a une pénurie de tout. On a une pénurie des logements pour l'accès à la propriété, de logements locatifs réguliers, on a une pénurie de logements abordables, de logements sociaux. Et surtout, je vous dirais que c'est plus difficile de pouvoir assurer une abordabilité des loyers dans un contexte où le gouvernement du Québec a pris la décision de ne plus financer de nouveaux logements sociaux. Donc, le programme d'Accès Logis est financé pour les projets déjà commencés. Mais pas pour le nouveau projet. Ça fait qu'on est dans une perspective où on est dans une optique de logement abordable qui, eux, sont liés non pas à la capacité de payer, mais sont liés au coût du marché. Si les prix augmentent parce qu'on a une pénurie, ben, l'abordabilité devient de moins en moins assurée parce que la définition d'abordabilité va monter elle aussi. Bon, ça c'est une distinction très importante. On va prendre un petit moment pour la comprendre, si vous voulez bien. Si vous suivez l'actualité et les conversations à propos de la pénurie de logements, vous entendrez souvent parler, la plupart du temps dans la même phrase, de logements sociaux et abordables. Et ce sont dans les faits deux choses très différentes. Les logements sociaux, c'est piloté par des organismes qui ont la mission d'offrir des logements dont le coût est déterminé par la capacité de payer du locataire. Généralement, le coût du loyer devrait être aux alentours de 25% du revenu brut. Alors, on finance la construction de ce type d'appartements avec des programmes sociaux, comme le programme Accès Logis dont nous parle Guy Caron, un programme qui n'existe malheureusement plus. Si les prix du marché augmentent, celui de votre loyer, lui, n'augmentera pas, car il est basé sur votre capacité de payer. Le logement abordable, c'est autre chose. Dans ce cas-là, le coût du logement est déterminé par la moyenne des tarifs sur le marché. Alors, un logement abordable, c'est en somme un logement qui est moins cher que la moyenne. Ah, c'est pas une mauvaise chose, le logement abordable, mais il faut bien avoir en tête, comme l'explique Guy Caron, que la définition de ce qui est abordable, ça fluctue en fonction des prix du marché. Or, comme le constate Paul-Antoine Martel à Val-d'Or, justement, et je pense que vous l'avez bien remarqué vous aussi, par les temps qui courent, tout augmente. Tous les prix ont augmenté. Le prix des maisons a connu une hausse vertigineuse. Je parlais tantôt depuis 2005, le taux d'inoccupation qui est très, 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 très bas et que
très peu varié, mais ce qui a varié, c'est le coût des logements. Donc, c'est une augmentation de 50 à 75 au fil de ces 15 années-là, alors que le prix était relativement stable là, depuis justement 10-15 ans avant ça. C'était 100 pièces la pièce. Puis là, ça a augmenté, c'est rendu des 3,5 à 750, 800 $, des chambres à louer dans des maisons de particuliers pour 400-500 $. Donc, c'est ça crée une pression immense. Il y a des salaires qui permettent de couvrir ça, mais il y en a d'autres qui ne le permettent pas. Et les personnes les plus vulnérables sont les plus, c'est ça, celles qui sont déjà celles qui sont déjà étiquetées, c'est celles qui souffrent le plus de cette situation-là. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un logement hors de prix, ceux qui sont discriminés par des propriétaires qui ont eu des mauvaises expériences, qui sont plus réticents. Il y a eu énormément de rénovictions ici. Tout le monde s'est découvert une mère, une sœur, une fille qui voulait un logement, mais que finalement, ça n'avait pas l'air d'être ça. Donc, le coût des logements a augmenté énormément. Donc, ouais, tempête parfaite, on pourrait dire ça. Vous savez, on parle ici avec Guy Caron, qui est à Rimouski, et Paul-Antoine Martel, qui est à Val-d'Or. C'est deux villes bien distinctes, dans des régions assez différentes. Et on a une ville minière en Abitibi et une ville maritime sur le bord du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est pour vous dire que malgré les kilomètres et les différences culturelles, les problèmes de logement sont similaires. Et c'est à ça que je veux en venir. Le problème dont on parle, on le retrouve partout au Québec, nonobstant les particularités régionales. Il y a plein d'autres exemples. Quand on parle du taux d'inoccupation, l'an passé, on était à 0,2. Là, on était à 0,4 d'inoccupation. L'an passé, on était à 0,2. Il y avait une ville qui était pire que nous, c'était Granby à 0,1. Drummondville à 0,2. On était, je vous dirais, je pense, si je ne m'abuse, une treizaine de villes qui étaient à moins de 1 l'an passé. Et ça, c'est critique. Ça veut dire que dans bien des catégories, il n'y a aucun autre logement. Alors, oui, c'est une problématique qui existe à la grandeur du Québec. Je veux dire que ce qui est intéressant, c'est que la problématique en région, dans nos centres, par exemple, soit à Drummondville, Granby, Rimouski ou Sherbrooke, c'est pas une question de spéculation. Comme à Montréal, par exemple, une des raisons pour lesquelles les coûts montent, c'est davantage une question de spéculation. Alors qu'ici et en région, généralement, c'est en raison d'une réelle pénurie. Nous n'avons plus l'offre nécessaire pour faire face à la demande. Et donc, la seule manière qu'on peut vraiment régler la pénurie rapidement, c'est en construisant rapidement. Et construire rapidement dans un contexte, comme je le disais, d'augmentation du coût des matériaux de construction, la pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans certains secteurs professionnels comme les électriciens et les plombiers, et également la hausse des taux d'intérêt causés par l'inflation, ben là, ça devient difficile de construire rapidement dans ce contexte-là. Alors, on est pris dans une pénurie pour laquelle on peut difficilement construire, et malheureusement, la construction est la solution numéro 1 pour faire face à cette pénurie. La solution numéro 2, là, on ne veut pas aller, c'est de laisser les gens partir de Rimouski pour aller ailleurs parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. Alors, si la solution passe en partie par la construction de nouveaux bâtiments, il y a d'autres défis devant nous. Il faut aussi repenser l'occupation du territoire et les plans d'urbanisme. On ne peut plus continuer à créer des nouveaux développements et poursuivre ainsi l'étalement urbain. Il faut densifier les quartiers déjà habités. Et la pénurie de logements, elle met en lumière tout un chantier. Il va falloir changer notre manière de concevoir les quartiers résidentiels. C'est clair, c'est clair. Ça passe par là. Ça passe par là à Rimouski, ça passe par là à Montréal, à Québec. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des exemples européens. Je pense qu'eux ont fait la transition il y a bien longtemps. On parle souvent de Copenhague comme l'exemple à suivre. On ne sera pas un Copenhague demain matin. Là. Montréal ne le sera pas, Rimouski ne le sera pas non plus. On ne sera pas une ville danoise. Mais il faut prendre vraiment la perspective avec laquelle ils ont procédé à ces changements et le faire nous-mêmes. On regarde des exemples de villes hollandaises, des villes danoises en Scandinavie où on s'est éloigné de la voiture, on s'est éloigné de quartiers, de concepts urbanistiques qui étaient tournés autour de l'usage de la voiture. Ben, nous, il va falloir commencer à le faire. Et tant pour des raisons de lutte au changement climatique que de pouvoir nous assurer d'avoir des communautés qui vont être plus viables à l'avenir. On y revient toujours. On parle de communauté, on parle des lieux où on habite, des liens qu'on tisse. Alors la question, au fond, c'est celle-ci. En développant des nouveaux logements, quel type de milieu de vie on souhaite mettre en place? Ça pose certaines questions. C'est ce qui est bien, qu'on repense la loi sur l'aménagement, sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. C'est qu'on a à se poser des questions sur quel type de milieu de vie on veut aussi.
C'est que longtemps, puis c'est encore beaucoup ça, mais c'est que c'est des promoteurs immobiliers qui vont acheter une série de terrains puis qui vont construire des maisons ou qui vont vendre des terrains à un certain prix, ce qui entraîne la construction de certains types de maisons. Est-ce qu'on laisse la vie en commun, puis comment on occupe ce territoire-là juste aux mains de gens qui veulent maximiser leur profit? Puis c'est leur droit, en même temps, tu achètes un terrain, tu veux pouvoir le rentabiliser. Est-ce qu'on peut décider comment on va l'occuper, ce territoire-là? Cette réflexion sur les milieux de vie, elle est corollaire de tout un questionnement sur nos modes de vie. On le sait, pendant plusieurs années, nous avons développé nos villes en misant sur l'usage de la voiture, avec des secteurs résidentiels et des secteurs commerciaux qui étaient parfois assez éloignés. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Donc, au lieu de penser à développer le plus loin possible puis avoir une voiture pour venir au centre-ville, il va falloir commencer à penser à développer, oui, nos systèmes de transport en commun, transport collectif, mais aussi assurer qu'on peut avoir plus de densité au centre-ville, là où on n'a pas besoin de voiture tant que ça. Un concept que j'aime beaucoup personnellement, c'est celui qui a été expliqué dans un livre du maire de Laval, Stéphane Boyer, qui porte sur un quartier sans voiture. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un quartier sans voiture? Ça ne veut pas dire un quartier où les gens n'ont pas acheté de voiture, mais pensons-y. Dans le développement qu'on a, on a des bungalows avec des entrées d'asphalte. C'est la culture, c'est la mode. Mais regardez tout l'espace qui est perdu, alors qu'on pourrait densifier tout cet espace-là. Si on crée les espaces en fonction de quartiers où la voiture n'a pas besoin d'être à l'entrée directement de sa maison. C'est toute une série de réflexions qu'on aura besoin de faire pour les villes de demain. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Je vous dirais qu'on est dans une phase présentement où on essaie juste d'avoir de la construction pour faire face à la demande, mais éventuellement, c'est la réflexion qu'on aura à faire pour éviter que ces crises-là se répètent constamment. Ah oui, on parle de la ville de demain, mais le futur, on commence à le mettre en place aujourd'hui. Et ce travail, dans plusieurs municipalités, il est déjà entamé. Il commence à y avoir pas mal d'exemples d'idées originales qui sont mises de l'avant dans diverses communautés. Je dirais que l'agressivité de Drummondville m'impressionne beaucoup. Les autres qui ont pris le problème à bras-le-corps, des achats massifs de terrain, du réinvestissement dans la construction via leur office d'habitation et très agressif. Hein. Je vous dirais, c'est très rafraîchissant de voir ça. Sherbrooke, le projet de mini-maison, c'est vraiment le premier qu'on peut voir au Québec à l'extérieur de zones touristiques. C'est souvent eu des mini-maisons, mais en zone touristique avec cette qualification. Sherbrooke, c'est vraiment urbain. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça donne un bon exemple. Victoriaville a des initiatives très intéressantes au niveau de leur schéma d'aménagement pour Athabasca et du plan d'urbanisme qui tentent de vraiment maximiser cette transition qu'on a vers la transformation d'espace, que ce soit au niveau des unités d'habitation accessoires ou encore, ils ont une possibilité dans leur schéma d'aménagement de pouvoir transformer des espaces commerciaux, des centres commerciaux en espaces mixtes qui incluraient le résidentiel aussi. Ce qui n'est pas donné, c'est pas naturel de voir ça dans les villes au Québec. C'est intéressant d'entendre parler Guy Caron de ce qui se fait dans d'autres villes que la sienne pour trouver des solutions. Et ça, cet échange de connaissances, ça fait aussi partie des moyens qui sont à notre portée. Comme je vous le disais, le problème du logement, on le voit partout au Québec, d'où l'importance d'avoir des réflexions en commun. Alors pour Paul-Antoine Martel, cet effort de concertation, c'est un vent de changement qui est bienvenu au sein des instances municipales. Surtout que les villes sont en mutation. On s'est rendu compte qu'on était des gardiennes de la qualité de vie, mais il reste que c'est, somme toute, récent. Puis, de plus en plus, on sent le besoin de s'allier, de se parler, puis d'échanger sur nos façons de faire, puis d'essayer de voir comment on est capable de créer une espèce d'expertise collective plutôt que d'avoir à tout inventer chacun de notre côté. Je pense qu'on est rendu là beaucoup. Peut-être qu'on aurait même dû le faire un peu plus tôt, puis pas juste le faire par hasard en disant « Hey, regardez, moi j'ai fait ça », mais peut-être qu'on réfléchisse ensemble. Puis c'est là qu'on peut avoir une voix aussi pour dire « Hey, il y a peut-être telle solution qui pourrait être mise en place, on a besoin du soutien du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, qui souvent ont leur propre programme, mais qui ne sont pas toujours adaptés à la situation qu'on a chez nous. » Donc, faut qu'on soit les maîtres d'œuvre de ça ici. Les programmes ne peuvent pas venir d'en haut très, très normés parce que les milieux sont très différents d'un endroit à l'autre. Réfléchir en commun tout en tenant compte des différences régionales, voilà sans doute, là comme ailleurs, la voie dans laquelle il faut s'engager qui est la plus prometteuse.
Alors, c'est une conversation que les élus et les représentants municipaux doivent avoir entre eux, certainement, mais aussi, c'est très important, c'est une conversation à laquelle la population doit prendre part en toute connaissance de cause. En fait, je veux dire à la population en général, c'est que bien souvent, les gens sont très demandants, puis c'est normal qu'ils le soient. Les attentes sont élevées et ça va être plus facile pour nous si les gens ont une compréhension de comment le logement fonctionne. Bien souvent, les gens ont juste l'impression que la ville ne bouge pas ou qu'une ville ne bouge pas parce que la construction ne va pas aussi vite qu'ils l'aimeraient. Mais c'est parce que les gens ont en tête bien souvent un jeu de SimCity où on peut pratiquement tout contrôler, mais non, on n'est pas dans un SimCity. Alors nous, on développe ce qu'on peut développer présentement. On tente de le faire dans les limites de ce qu'on peut faire, mais on n'a pas le contrôle de tout ce qui se passe à la ville. Ça peut être frustrant de voir un terrain vague pas loin d'un centre-ville qui n'est pas développé. On peut essayer d'insister le développement, on peut essayer d'acheter le terrain vague, mais s'il n'y a pas de vendeur, pour l'instant, on n'a pas les moyens de pouvoir le développer aussi rapidement. Alors, on fait dans bien des cas ce qu'on peut, dans les limites que l'on peut. Heureusement, on ne fait plus de développement comme on en faisait il y a 20 ans où on rase des forêts puis on fait de l'unifamilial. Les choses ont changé. On est beaucoup plus préoccupé par la viabilité d'un milieu, comme d'un milieu de vie, au bout du compte. Hein. Et c'est que les gens doivent apprendre comment ça fonctionne, au moins avoir une connaissance de base et je vous dirais amener des suggestions, amener des idées, mais les faire aussi en connaissance de cause, en sachant que l'administration d'une ville a des connaissances au niveau de ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, de ce qui est possible et de ce qui l'est moins. En plus de se pencher sur tous ces enjeux qui touchent les infrastructures, l'urbanisme, la conception des villes et des milieux de vie, il faut aussi mettre en lumière que le logement, comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est un droit et ceux et celles qui n'arrivent pas à se loger vivent des drames humains importants. En ce sens, il y a aussi tout un travail social à faire pour les pouvoirs de proximité. On dit de plus en plus que c'est un droit, le logement, puis on dirait qu'on n'en a pas pris la pleine mesure, puis on n'a pas bien compris collectivement à quel point ça peut mettre des gens dans des situations extrêmement difficiles de se retrouver sans logement, cette recherche-là. Et c'est pas très, très visible parce que le monde fait preuve de débrouillardise. Puis, il y a des solidarités qui existent aussi. Des fois, c'est des solidarités toxiques, là, on va se le dire. Tu sais, des gens qui sont obligés de rester à un endroit puis que ça met leur santé en danger, ça met leur vie en danger pour certains aussi. Donc, c'est pas parce ça se traduit pas par plein de gens qui se retrouvent dans la rue que le problème n'existe pas. Puis c'est dur d'aller chercher cette détresse-là. C'est des gens qui n'ont pas de voix non plus. Donc, c'est pour ça que les municipalités doivent être en contact avec celles et ceux qui représentent ce monde-là, celles et ceux qui accueillent leur détresse, puis qu'on assume le fait que Puis ça, c'est pas évident parce qu'il y a une municipalité qui dit c'est pas notre job de faire ça, mais c'est notre job de faire en sorte que les gens sont en sécurité et sont heureux et ont le goût de rester ici. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça que je parle de levier, c'est qu'on est peut-être capable d'avoir un impact sur les gens qui peuvent faire bouger ces choses-là. Puis c'est ça qu'il faut qu'on explore. T'sais, en tant que municipalité, on peut jouer un rôle de plein de façons, avec de la réglementation, avec des contributions financières, en créant de la connaissance, en mettant des ressources en lien. Fait que c'est ça le nouveau rôle, je pense, des municipalités. C'est qu'avant, si c'était pas nous qui allions le faire de A à Z, ben on disait c'est pas notre job. Mais là, c'est plus ça. On est gardien de la paix sociale, on est gardien du bonheur des gens jusqu'à un certain point aussi. Donc, on doit voir à ce que les ressources du milieu sont mises à contribution pour qu'on prenne soin les uns des autres. Garder la paix sociale et prendre soin les uns des autres. C'est là certainement des idées qui devraient guider nos actions pour sortir de cette pénurie de logements. Je vous laisse sur ces sages paroles de Paul-Antoine Martel, en espérant que ça puisse nourrir votre réflexion et que ça vous donnera envie de prendre part à la conversation. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Comment ça va chez vous? C'est une production des Coops de l'information en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettres des 6 médias des Coops de l'information, Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien, à bientôt.